En Corée du Nord, de jeunes citoyens ont récemment été exécutés par peloton d'exécution pour rien de plus que le plaisir de regarder des soap-opéras sud-coréens et du K-pop, des choses que les autorités ont dit corrompre l'esprit de la jeunesse. En Birmanie, des citoyens accusés de dissidence ont été torturés avec des serpents et des insectes, tandis que des villages ont été brûlés jusqu'au sol sur ordre du gouvernement militaire. En Érythrée, en Afrique de l'Est, les autorités se livrent régulièrement à la torture et font disparaître de force les citoyens, qui sont enlevés de leur village et vendus en esclavage moderne. Ce sont les confins de la terre en ce qui concerne la liberté et les droits, mais en termes de règles totalitaires, de brutalité et de pure folie, il y a un endroit si étrange et interdit qu'il est rarement mentionné. Aujourd'hui, nous allons lever le voile et jeter un coup d'œil à l'intérieur de la dictature la plus folle sur Terre. Turkménistan. Un pays qui a été surnommé la Corée du Nord de l'Asie centrale, borde l'Ouzbékistan au nord et l'Iran au sud. Couvrant environ 190 000 miles carrés, une masse terrestre similaire à la France ou à l'Espagne, il se situe entre la Chine, la Russie et l'Europe. Autrefois négligé sur la scène mondiale, ces vastes réserves de gaz naturel l'ont récemment catapulté au centre des manœuvres géopolitiques. Selon Freedom House et son dernier indice de liberté, le Turkménistan se classe même plus bas que beaucoup des dictatures les plus notoires du monde. Cela inclut la Corée du Nord, un pays où la grande majorité des citoyens ignorent à quoi ressemble le monde en dehors de leurs propres frontières. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a qualifié l'influence artistique étrangère de cancer vicieux, affirmant qu'elle menace la culture de la nation. En conséquence, toute personne surprise à apprécier des groupes comme Blackpink ou Bangtan Boys risque d'être exécutée devant un stade de spectateurs, un avertissement brutal destiné à éliminer totalement l'influence extérieure. Le Turkménistan, à égalité avec le Soudan du Sud en tant que nation la moins libre de la planète, a également une longue histoire d'interdiction de la musique, en particulier tout ce qui pourrait interférer avec les processus de pensée du public turkmène. En 2024, le pays a interdit les chansons étrangères lors des mariages, demandant aux citoyens de jouer de la musique en langue turkmène, de préférence des chansons chantées par leur ancien leader talentueux en musique, un multimilliardaire hautement corrompu, dont nous parlerons tout au long de cette vidéo. On a demandé aux citoyens de le louer dans leurs discours, des rapports indiquant que la non-conformité ne serait pas tolérée. Et comme tout le monde le comprend, au Turkménistan les murs ont des oreilles. Vous faites ce qu'on vous dit. Une source anonyme, qui avait récemment assisté au mariage de quelques amis, a déclaré aux médias extérieurs « Tout le monde était terriblement mécontent de l'ingérence excessive du gouvernement dans nos vies privées. » Une déclaration courageuse, compte tenu des pénalités pour la critique des pouvoirs en place. Pourtant, malgré un score extrêmement bas sur l'indice de liberté, on dit que les Turkmènes sont maintenant plus libres qu'ils ne l'étaient dans un passé récent. Les choses étaient très différentes à l'époque de Suparmurat Niyazov, le premier dictateur en chef du Turkménistan. Niyazov était un maître du mensonge ignoble, construisant une personnalité mythique à travers une propagande d'État que nous reconnaissons comme un culte de la personnalité. Pour les Occidentaux, ce type de gouvernance peut sembler être une comédie politique absurde et sombre, mais pour les Turkmènes, c'était une réalité dure et brutale. Comme Kim Jong-un en Corée du Nord, Niyazov croyait que la musique qui ne le louait pas lui ou le grand pays qu'il avait créé à son image pouvait corrompre l'esprit de la jeunesse. En 2005, il a décidé que la meilleure façon de gérer une population en pleine expansion était d'interdire la musique enregistrée. Les transgresseurs, a-t-il dit, seraient traités par les autorités. Et en effet, de nombreux musiciens turkmènes ont été arrêtés au fil des ans pour le crime de faire de la musique pop. Après un tel incident, des rapports venus de l'extérieur du pays ont indiqué que la police leur avait coupé les cheveux de force et les avait nargués. Niyazov a aussi interdit la musique enregistrée à la télévision, incluant les génériques et la musique de fond. Les voitures posaient un des problèmes car qui n'aime pas écouter de la musique à la radio ? Sa solution a été de décréter que toutes les radios soient purgées des véhicules. C'est à ce moment-là qu'il a également interdit les barbes pour les jeunes hommes, parce que les barbes étaient apparemment pour les terroristes. Il a également interdit les cheveux longs pour les hommes, un style qu'il croyait mieux adapté aux femmes. L'opéra, le ballet et d'autres formes d'art ont été interdits par le dirigeant turkmène, qui affirmait protéger la véritable culture du pays. Les dents en or étaient également interdites, car selon Niyazov, elles n'étaient pas nécessaires. Il a affirmé au public que mâcher des os, comme les canidés, renforcerait leurs dents et éviterait le recours aux prothèses, à l'instar des chiens.
Bien qu'il y ait un élément comique dans ces histoires de chiens et de dents, les décrets étaient d'une gravité mortelle. Niazov a créé un nouveau ministère de la justice pour surveiller les comportements immoraux, promettant des punitions sévères à quiconque ne s'y conformait pas. Au Turkménistan, cela peut signifier la torture, la détention arbitraire ou la disparition forcée. Nous reviendrons sur les punitions, mais concentrons-nous d'abord sur la frénésie de Niazov contre la raison. Il a nommé un cratère lunaire après lui-même. Il a donné son nom à un pic de montagne et à une planète dans la constellation du Taureau. Les melons les plus juteux du pays et une race de cheval ont été nommés d'après lui. Il a également changé les noms des jours et des mois en référence à lui, à sa famille ou à la grandeur du pays qu'il prétendait avoir conçu et construit à partir d'une vision prophétique. Et qui pourrait contester ? Il s'était autoproclamé président à vie, affirmant à son peuple qu'il avait inauguré un âge d'or dans un pays qui, selon certains critères, était plus proche du Moyen-Âge. Revenons maintenant dans l'histoire et voyons comment toute cette folie a commencé. Pendant des siècles, la région appelée aujourd'hui Turkménistan a été habitée par des tribus nomades. L'agriculture était difficile dans une nation qui était une très grande étendue de désert étouffant de chaleur et très sec. Pourtant, étant donné sa position sur la route de la soie, reliant la Chine à l'Irak actuel, c'était un lieu important pour les conquérants en herbe. L'ancienne ville de Marf était semblable à une oasis qui, pendant des centaines d'années, a été contrôlée par Alexandre le Grand, l'Empire parthe et l'Empire sassanide. Les conquérants ont apporté avec eux le bouddhisme, le zoroastrisme, le christianisme et le judaïsme parmi d'autres religions. Les invasions arabes des 7e et 8e siècles ont apporté l'islam à Marf, la religion de 95% des Turkmènes à l'époque moderne. Gengis Khan est arrivé dans la région au XIIe siècle, qui lors de sa conquête de l'Asie s'est arrêté à Marf, l'a brûlé jusqu'au sol et a tué environ 1 million de personnes. C'est après cette dévastation que la région que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Turkménistan a été gouvernée par divers peuples tribaux. D'accord, admettons, c'est beaucoup d'histoires dans une très petite coquille de noix, car la partie sur laquelle nous voulons nous concentrer est l'arrivée de l'Empire russe au XVIIIe siècle. L'Empire tsariste avait les yeux rivés sur toute la région de l'Asie centrale, exprimant le désir de soumettre ce qu'il considérait comme un groupe de personnes non civilisées. Ces groupes, que nous appelons les Khanats, étaient des peuples semi-nomades qui, longtemps après que la Grande-Bretagne ait aboli l'esclavage dans son vaste empire, étaient dit parmi les plus actifs commerçants d'esclaves dans le monde entier, si ce n'est les plus actifs au XIXe siècle. Des millions d'esclaves ont été échangés dans cette région tout au long de l'histoire, tandis que des centaines de milliers de Perses, de Kazakhs et de Russes ont été pris lors de raids au XIXe siècle et vendus par les différents Khanats sur les marchés d'esclaves de l'Asie centrale. Les hommes étaient généralement mis au travail, et les femmes étaient souvent fournies au harem des dirigeants musulmans. L'Empire russe et l'Empire britannique voulaient entre tous deux avoir de l'influence en Asie centrale, donc mettre fin à l'esclavage était un prétexte approprié pour l'invasion. En se présentant comme des civilisateurs, ils pouvaient justifier l'expansion territoriale tout en exploitant les ressources de la région. Cette compétition entre les empires est devenue connue sous le nom de Grand Jeu. En 1868, les Russes sont entrés en guerre avec l'émirat de Bukhara et sa capitale Bukhara, un centre de commerce d'esclaves dans ce qui est aujourd'hui une partie de l'Ouzbékistan. Les Russes ont gagné. Ils ont répété cette victoire contre le Khanat de Khiva, en 1873, un autre grand centre d'esclavage, qui est alors devenu un protectorat russe où l'esclavage a été rapidement aboli. Lors de leur conquête de l'Asie centrale en 1881, les Russes ont combattu la tribu Tek des Turkmènes dans ce qui est devenu connu sous le nom de bataille de Göktep, où environ 7200 Russes ont affronté 20 à 25 000 Turkmènes dans une forteresse située à 28 miles de Ashgabat, la capitale actuelle du Turkménistan. Les troupes russes ont fait face à des murs de 18 pieds de haut et de 20 à 30 pieds d'épaisseur. Ils étaient largement en infériorité numérique, mais ils étaient une armée avec de l'artillerie moderne luttant contre des traîtres nomades dont l'acuité du conflit était centrée sur le pillage des caravanes de voyage. Les Russes n'avaient pas les fournitures nécessaires pour maintenir un siège et affamer les Turkmènes jusqu'à leur soumission, décidant initialement d'attaques frontales qui ont conduit à des pertes significatives. Avec des centaines d'hommes russes tués et beaucoup d'autres faits prisonniers, les Russes ont battu en retraite à travers le désert jusqu'à la côte de la mer Caspienne pour revenir avec de nouvelles troupes sous un nouveau commandant, le général Mikhail Skobilev. Homme de guerre expérimenté et rusé,
Le 24 janvier 1881, Skobolev a fait creuser un tunnel sous la forteresse par ses hommes et posé des explosifs. Ils ont fait exploser une grande partie des murs, permettant aux Russes mieux armés de se précipiter dans le fort, où environ 6500 ont été tués, et 8000 autres soldats et civils turkmènes ont été massacrés dans les suites. Les Russes ont épargné environ 5000 femmes et libéré les esclaves perses, bien que les Britanniques, qui étaient en guerre de propagande avec les Russes à l'époque, aient rapporté par le biais du London Daily News. Personne n'a été épargné, pas même les jeunes enfants ou les personnes âgées. Tous ont été impitoyablement abattus par les sabres russes. Comme tous les conflits ont tendance à l'être, le grand jeu était une guerre de désinformation ainsi que de puissance militaire. Mais il y avait une part de vérité dans ce que le journal disait sur la barbarie. Les hommes du fort qui se rendaient ont été massacrés. Les Russes ont ensuite avancé vers Ashgabat, qui n'était alors qu'une petite ville, et sur le chemin, le massacre a continué, y compris le meurtre de civils. Dans les propres mots de Skobelev, la durée de la paix est en proportion directe avec le massacre que vous infligez à l'ennemi. Plus vous les frappez fort, plus ils restent silencieux. Avec cette mentalité machiavélique pour les guider, le grand jeu des Russes s'est terminé par la domination de la plupart de l'Asie centrale. Bien qu'il n'y ait pas eu de vainqueur absolu, les Britanniques ont protégé leurs joyaux de la couronne, l'Inde, qui comprend aujourd'hui le Myanmar, le Pakistan et le Bangladesh. Les deux empires ont signé l'accord anglo-russe en 1907, acceptant de reconnaître le territoire de l'autre. Ainsi, les Russes et les Russes avaient lié maintenant le Turkménistan. Et la question était maintenant de savoir ce qu'ils allaient faire d'une région de désert aride qui avait été complètement épargnée par l'industrie européenne. C'était un pays qui était à 70% désert. Le désert du Karakoum, l'un des endroits les plus secs de la Terre, qui reçoit entre 2,7 à 6 pouces de pluie par an, selon l'endroit, et dont la température la plus élevée enregistrée est de 122 degrés Fahrenheit, soit 50 degrés Celsius. Si nous avançons jusqu'à aujourd'hui, il semble que l'esclavage, ou quelque chose s'approchant de l'esclavage, est bien vivant au Turkménistan. On estime qu'environ 72 000 personnes dans le pays sont contraintes au travail forcé, ce que le gouvernement nie. Toutefois, les groupes de défense des droits de l'homme ayant formulé ces accusations ne sont pas autorisés à entrer dans le pays pour enquêter. Ces personnes sont mobilisées de force pour des tâches de travail dans ce que les groupes de défense des droits de l'homme appellent, je cite, « esclavage généralisé et systématique ». L'une des choses que les Russes ont découvert qu'elles poussaient au Turkménistan était le coton. Aujourd'hui, environ 198 000 tonnes de coton y sont cultivées chaque année, ce qui en fait le 4e plus grand exportateur et un contributeur majeur aux poches profondes des élites. Ces élites possèdent donc toutes les terres, forçant les agriculteurs à louer et à suivre les ordres. De septembre à novembre, chaque année, c'est la récolte, une question de la plus haute importance, quel que soit le travail quotidien d'un citoyen. Le gouvernement décrète que lorsque l'on demande de cueillir le coton, les citoyens doivent accomplir leur devoir pour un pays qui est actuellement le 9e plus grand exportateur de coton au monde. Cette mobilisation des masses inclut les employés du secteur public. Jusqu'à récemment, enseignants et médecins devaient effectuer des travaux saisonniers difficiles. S'ils n'y allaient pas, ils seraient condamnés à une amende ou perdraient leur emploi. Peu importe votre sexe, votre état de santé, ou même si vous êtes enceinte, si vous êtes choisi, vous devez remplir votre devoir de cueillette. Ou à tout le moins, vous devez trouver quelqu'un pour le faire à votre place. Bien que le travail des enfants soit illégal, des recherches montrent que des adultes trop occupés par leur travail principal ont envoyé leurs enfants au champ. Chaque travailleur a un quota à respecter, sous peine de sanctions s'il n'y parvient pas. Les agriculteurs n'ont pas d'autre choix que de pousser les cueilleurs de coton, car s'ils ne répondent pas aux chiffres de fourniture attendus, ils seront également punis. Cette pratique du travail forcé nuit le plus aux plus pauvres, car les citoyens plus fortunés paient souvent quelqu'un pour prendre leur place. Quant aux femmes, le Turkménistan embrasse des valeurs très traditionnelles. Les femmes quittent assez souvent l'éducation tôt afin de procréer. Si elles travaillent, elles ont tendance à gagner moins que les hommes, une raison pour laquelle tant d'entre elles ne peuvent pas payer pour éviter la récolte annuelle. Pour maintenir l'accent sur les femmes, les filles dans les zones rurales sont souvent garanties à un homme lorsqu'elles sont encore jeunes, avec le futur mari qui verse une dot d'argent, de chameaux ou de moutons. La société attend des femmes qu'elles enfantent dès le mariage, de préférence le plus tôt possible.
Ce qui est logique dans un pays où le taux de mortalité infantile actuel est de 35,9 décès pour 1000 naissances vivantes, en partie à cause d'un système de santé défaillant. Ces chiffres représentent également une nette amélioration par rapport au passé, lorsque le dirigeant a fermé les services de santé en dehors de la capitale. La violence domestique, c'est courante, et souvent considérée comme une pratique standard dans les zones rurales où les droits des femmes sont pratiquement inexistants. Une femme a parlé des valeurs désuètes là où elle vit. Dans notre village, si vous mettez une robe sans manches ou une avec une légère fente, vous seriez immédiatement étiqueté comme une prostituée. La prostitution, bien qu'illégale, persiste. Lors de récentes répressions, la police corrompue a extorqué des femmes dans les rues, accusant toute femme trouvée dans les bars ou les boîtes de nuit d'être des prostituées simplement parce qu'elles se trouvaient dans un lieu où traditionnellement seuls les hommes devraient être. Malgré la dictature impitoyable au Turkménistan, les habitants des villes aiment toujours faire la fête. Lors de récentes descentes dans les clubs d'Ashgabat, des femmes ont été détenues par des escouades anti-prostitution simplement parce qu'elles étaient là. Certaines célébraient simplement un anniversaire, d'autres étaient sorties avec leur mari. L'hypocrisie est stupéfiante. Les femmes locales sont souvent victimes de trafic sexuel vers la Turquie, avec la complicité de fonctionnaires corrompus qui collectent des pots de vin en échange de leur accord pour le passage. Ces femmes, ainsi que de nombreux hommes qui ne sont pas bénis par la richesse, pourraient vouloir s'échapper vers un autre pays. Alors le gouvernement impose des limites strictes à la liberté de mouvement. Beaucoup tentent d'aller en Russie, en Turquie ou en Inde. Et même s'ils obtiennent un passeport après 2 ans d'attente, il n'y a aucune garantie qu'ils pourront partir. Des articles de presse récents nous disent que des dizaines de personnes qui avaient légalement payé leur billet ont été arrêtées à l'aéroport par des fonctionnaires et renvoyées. Certains ont été informés qu'ils étaient sur une liste noire et interdits de sortie, sans explication. Un rapport indique que les gardes-frontières créent divers problèmes pour les citoyens à l'aéroport. Ne les laissez pas monter à bord de l'avion et forcez-les à revenir. Parfois, il y aura une interdiction totale de voyager. En 2023, des reportages ont indiqué que les femmes turkmènes mariées à des étrangers n'étaient pas autorisées à quitter le pays. Certaines auraient réussi à rejoindre principalement la Turquie, mais seulement après avoir soudoyé des fonctionnaires corrompus à l'aéroport international d'Ashgabat. En 2024, le gouvernement craignait que trop de personnes ne partent, alors les citoyens en possession de passeports ont été ordonnés de les remettre aux autorités. Cela incluait les étudiants, qui ont été contraints de signer une déclaration stipulant qu'ils n'essaieraient pas d'étudier à l'étranger. Plus tard, nous explorerons comment les médias contrôlés par l'État du Turkménistan instillent la peur dans la population en diffusant de la propagande qui avertit que partir à l'étranger est dangereux. Comme la plupart des nations, le Turkménistan ne veut pas perdre sa main-d'œuvre ou subir une fuite des cerveaux. Mais garder vos meilleurs esprits est un défi dans un pays où les citoyens n'ont aucun droit. Cela ne veut pas dire que tous les Turkmènes ne peuvent pas voir à travers la propagande gouvernementale. Beaucoup le peuvent, mais ils ne peuvent tout simplement rien y faire. Le gouvernement règne par la peur, ainsi qu'en inculquant une ignorance généralisée. En 2024, une journaliste et activiste de 75 ans nommée Soltan Akilova devait assister à une conférence sur les droits de l'homme. Mais avant qu'elle ne puisse quitter le pays, 4 hommes en blouse blanche sont apparus à son appartement et l'ont emmenée à l'arrière d'une camionnette. Les hommes lui ont dit qu'elle avait été jugée à haut risque de propagation de maladies infectieuses, l'ont emmenée à l'hôpital et l'ont détenue là-bas. Au Turkménistan, la peur des maladies infectieuses, exacerbée depuis la pandémie, a été instrumentalisée comme une arme. Ceci est connu sous le nom de détention forcée arbitraire. C'est ce qui arrive souvent aux critiques et aux blogueurs activistes qui écrivent comme sur les conditions au Turkménistan. Certains sont envoyés en isolement. Certains ne sont jamais revus. Selon la campagne Prove They Are Alive, depuis 2002, 162 personnes ont disparu après avoir été arrêtées pour des accusations vagues. Les militants disent que chacune de ces personnes disparues était considérée comme une menace politique pour le pouvoir absolu. Revenons maintenant à l'histoire avant de continuer avec le présent dystopique. L'Empire russe avait réussi à s'étendre en Asie centrale, mais tout a changé avec la révolution russe. Le Turkménistan est devenu un bastion anti-bolchevique, résistant au contrôle soviétique jusqu'à ce que les bolcheviks sortent victorieux. Dans les années 20, alors que l'Union soviétique prenait forme, les frontières modernes du Turkménistan ont été officiellement tracées, l'intégrant dans le réseau de républiques de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Le plan était d'industrialiser le pays et d'introduire l'agriculture collective. Pendant des décennies,
la Russie a été frappée par des famines. Le contrôle de l'agriculture en Asie centrale était une tentative pour prévenir de futures famines de masse. Des fonctionnaires russes ont été dépêchés pour superviser les collectifs étatiques. Puis, en 1953, Nikita Khrouchtchev était devenu premier secrétaire du Parti communiste. Il a secoué le monde communiste avec sa critique de l'ancien leader, le tyrannique Joseph Staline. Khrouchtchev a immédiatement lancé une campagne de réforme, introduisant la campagne des terres vierges en 1954, conçue pour extraire des produits agricoles des soviets d'Asie centrale. Les Russes les ont construit un canal au Turkménistan cette année-là qui a triplé la quantité de terres arables. En même temps, les Russes étaient encouragés à déménager au Turkménistan. Ils n'étaient pas là seulement pour diriger l'extraction des ressources, mais aussi en tant que professeurs dans les écoles qui éclaireraient les familles turkmènes nomades sur la gloire de la Russie moderne. Bien que la production de coton ait grimpé en flèche après la construction du canal, le Turkménistan est resté incroyablement pauvre. Beaucoup des personnes les plus riches étaient désormais des expatriés russes, qui représentaient environ 15% d'une population qui était passée de 1,2 million à 1,5 million sur une période de 20 ans. La production de coton est passée de 150 000 tonnes par an à environ 400 000 tonnes par an. Cette situation a placé le Turkménistan sur la scène du commerce international, mais la Russie a récupéré une part importante des profits de l'industrie. Les gens avaient l'impression que leurs terres étaient exploitées, non pas pour eux, mais pour des étrangers qui connaissaient peu leur culture. Leur conviction a été davantage confirmée dans les années 60, après que les Russes ont découvert d'importants gisements de gaz dans le désert de Karakoum. En 1966, le champ de gaz de Daletabad, proche de la frontière iranienne, est rapidement devenu l'un des plus grands champs de gaz au monde. Durant cette époque, l'espérance de vie moyenne était d'environ 55 ans, l'une des plus basses de l'hémisphère nord. Les taux de mortalité infantile étaient également parmi les pires au monde, avec 130,3 décès pour 1000 naissances vivantes. Les taux d'alphabétisation étaient également relativement très mauvais. En termes de données provenant d'autres républiques soviétiques, le Turkménistan était laissé pour compte dans le grand projet soviétique. Moscou a expédié des fonctionnaires et des ingénieurs russes pour construire des pipelines, des usines de gaz et de nouveaux réseaux de transport, transformant une nation qui avait autrefois été l'un des endroits les plus reculés de la planète. Le pétrole continuait d'être extrait du sol en direction de la Russie et d'autres républiques soviétiques, laissant à nouveau les Turkmènes sans grand-chose à montrer de ce qui était devenu un boom pétrolier. Désormais, certaines zones étaient très polluées, et les tribus autochtones, obligées de travailler dans les champs de coton et les usines de gaz, sentaient leur culture menacée d'extinction. Les écosystèmes dont ils dépendaient depuis des siècles ont été interrompus. Cela n'a jamais été aussi évident qu'avec la fuite de gaz de 1971 à Darvassa, en plein désert. Pour prévenir un empoisonnement mortel, Moscou a ordonné que la fuite soit allumée, créant une flamme apparemment éternelle, qui est maintenant connue sous le nom de cratère de gaz de Darvassa, une conflagration effrayante qui semble venir des profondeurs de l'enfer. À cette époque, les Turkmènes étaient déjà familiers avec les catastrophes naturelles. En 1948, un tremblement de terre près de la capitale a fait disparaître jusqu'à 100 000 personnes, soit environ 10% de la population du pays. Les soviétiques ont fait de leur mieux pour garder la nouvelle sous silence, n'informant ni le reste du monde, ni les Turkmènes qui vivaient dans le reste du pays. Cela générerait, avec le temps, plus de ressentiment envers les maîtres soviétiques. Un homme qui exploiterait plus tard cette antipathie et cette méfiance était le futur président turkmène Sapar Murat Niyazov. Il a perdu sa mère et ses 2 frères lors du séisme, et son père est mort en combattant pour les soviétiques durant la Seconde Guerre mondiale. Avec beaucoup de ses autres parents décédés dans le tremblement de terre, il est resté orphelin. Un jour, il exploiterait cette tragédie de jeunesse pour se créer une stature mythologique. Le pays était toujours prêt pour un futur dictateur. Pendant les jours d'exploitation des ressources naturelles, les soviétiques ont fermé les mosquées, réprimant la religion et les leaders religieux. Selon la croyance matérialiste communiste, la foi et l'énergie des gens devraient en être dirigées vers l'union. Sous les impératifs de russification, les soviétiques ont tenté d'effacer les traditions nomades qui remontaient à des centaines d'années. Ils ont éloigné les hommes de leurs chevaux chéris et les ont envoyés travailler dans des fermes collectives. Ainsi, lorsque l'Union soviétique s'est effondrée à la fin de 1991, le Turkménistan était prêt pour un leader qui promettrait de raviver la fierté nationale. Avant l'effondrement, Niyazov avait été le premier secrétaire du Parti communiste de la RSS de Turkménistan.
Il a pris la relève de Mohammad Nazar Gaparov, qui avait dirigé depuis la fin des années 60, mais a perdu son emploi dans un nuage de népotisme et de corruption. Bien que certains aspects du pays se soient modernisés pendant les jours de boom du pétrole et du coton, la corruption était un fil qui traversait tout le tissu de l'existence au Turkménistan. Niyazov prendrait ce fil et en ferait une couverture qui étoufferait chaque centimètre du pays. Il s'est lancé dans une mission pour s'enrichir lui-même et ses puissants amis de l'élite. Avant cela, il avait apporté son soutien total au Parti communiste et soutenu le renversement du réformateur Mikhaïl Gorbatchev. C'est un des communistes qu'il avait été mis au pouvoir, et il craignait tout changement qui menacerait ce pouvoir. Il savait très bien qu'il y avait du ressentiment dans son pays venant des nationalistes et des islamistes radicaux. La libéralisation politique pourrait être sa fin si ses citoyens se voyaient accorder des droits de parole et d'expression. De plus, l'économie turkmène était profondément liée aux accords commerciaux, à l'infrastructure, à la gestion des ressources et à la gouvernance de la Russie. Avec Moscou contrôlant tout, de l'éducation à la planification économique, Niyazov craignait qu'une rupture avec l'Union soviétique ne conduise à un effondrement économique total. Néanmoins, le coup d'État qu'il a soutenu a échoué, et le Turkménistan s'est soudainement retrouvé à flotter dans une réalité indépendante, son ancre détachée de son gardien soviétique. Craignant une révolte et anxieux de ce que la liberté politique pourrait faire au statu quo, Niyazov s'est rapidement imposé comme le leader des Turkmènes. En 1992, il a truqué une élection où il était le seul candidat, obtenant 99,5% des voix. En 1994, il a organisé un référendum pour prolonger son mandat jusqu'en 2002, prétendant que le peuple le voulait comme leur leader et qu'il craignait qu'une instabilité n'apparaisse sans lui. 99,9% des électeurs étaient d'accord avec lui, une impossibilité qui deviendrait une caractéristique de la vie turkmène pour de nombreuses années à suivre. Puis en 1999, il s'est déclaré président à vie. Selon lui, sa meilleure option était de gouverner d'une main de fer, tout en promettant la liberté et la prospérité, tout en propagandant les masses pour s'assurer qu'elles ne voyaient pas la contradiction. La population a entendu dire que leur pays, leur culture autrefois grande et unique, serait ravivée. Il a dit qu'il introduirait des réformes économiques radicales. Il a dit qu'il rédigerait une constitution et créerait un environnement politique de contrôles et d'équilibre. S'il lui faisait confiance. Il leur promettait un âge d'or, plus de confort qu'ils ne pouvaient l'imaginer maintenant que les revenus des ressources naturelles étaient dirigés vers leur pays, plutôt que vers la Russie et les autres républiques soviétiques. En réalité, il vendait ses ressources à la Russie à des prix dérisoires, bien que la Russie contrôlait toujours l'infrastructure, laissant peu d'options au Turkménistan pour devenir véritablement indépendant. Comme c'est la voie du totalitaire, l'influence de Niyazov a progressivement infiltré tous les aspects de la vie quotidienne. Il a introduit un nouvel alphabet turkmène basé sur le latin à la place du syriaque russe. Il a inventé une nouvelle histoire, en partie basée sur des faits et en partie sur de la fantaisie. Il a dit à son peuple qu'il avait été béni avec une vision, une prophétie qui lui avait été révélée, et qui lui montrait la voie vers un chemin doré de vie pour le peuple turkmène. Cette histoire et ces visions ont été exposées dans le livre Ruhnama, une sorte de texte quasi sacré qui était une lecture obligatoire pour toute la population. C'est ainsi qu'il a développé son culte de la personnalité, racontant à son peuple comment il avait été orpheliné par la tragédie et comment le destin l'avait choisi pour les diriger après l'impérialisme soviétique. Le livre dit à ses lecteurs, et à toute la nation, que celui qui lit le Ruhnama 3 fois trouvera la richesse spirituelle, deviendra plus intelligent, reconnaîtra l'existence divine et ira directement au paradis. Dans les églises et les mosquées, le livre se trouvait à côté de la Bible et du Coran. Niyazov ne prétendait pas être Dieu, mais il était le messager de Dieu. Que vous soyez étudiant à l'école ou employé du gouvernement, le Ruhnama est toujours présent à vos côtés. Vous ne pouviez pas obtenir un emploi pour l'État sans maîtriser ce livre, ce qui rendait difficile pour les minorités qui ne pouvaient pas lire la langue turkmène de trouver un emploi. Vous ne pouviez même pas réussir un test de conduite sans connaître le Ruhnama sur le bout des doigts. En bref, comprendre la vie, c'était comprendre le Ruhnama. Comme l'a écrit un jour George Orwell, qui contrôle le passé contrôle l'avenir, qui contrôle le présent contrôle le passé. C'était le plan de leadership de Niyazov dans un pays qui perpétuerait l'absurdité nationale sous ses futurs dirigeants.
Au début des années 2000, le livre était toujours au cœur des programmes scolaires, remplaçant souvent les matières académiques qui pourraient potentiellement développer ce qui était encore une nation très arriérée. Les jeunes passaient des heures par semaine au lycée et à l'université à lire des passages comme celui-ci. La barbe pousse du cerveau. Plus elle est longue, moins il y a de cerveau. Moins il y a de cerveau, moins la personne a de sagesse. On disait que le livre était égal au Coran et à la Bible, et donc au centre de tout l'univers. Les parents emmenaient leurs enfants au parc Ashgabat, où ils pouvaient contempler un Ruknama néon de 20 pieds. En 2005, on a dit aux citoyens que leur livre national conquerrait l'espace, avec une copie de celui-ci lancée en orbite sur une fusée booster russe Dnepr. Les médias nationaux, qui comme vous le verrez plus tard ne servent que de propagande, ont déclaré que le livre qui a conquis le cœur de millions de personnes sur Terre conquiert maintenant l'espace. Revenons aux années 1990 et examinons de plus près les débuts du règne de Niazov. Niazov voulait que son peuple soit fier de son indépendance, mais la Russie avait toujours le contrôle des ressources naturelles du Turkménistan, utilisant son infrastructure pour acheter du gaz à très bas prix. Le Turkménistan est resté très pauvre, en dehors de quelques élites. Malgré une économie en difficulté, Niazov a tout fait en son pouvoir pour apaiser son peuple, leur offrant de l'eau, du gaz et de l'électricité gratuits, promettant que cela resterait ainsi pendant 10 ans. Il voulait être adulé, mais son pays ne pouvait pas se permettre sa gentillesse ostentatoire. Il a promis les droits de l'homme, pourtant toute critique a été accueillie par une détention sans procès ou une disparition forcée. Il a interdit la prostitution, mais dès qu'il a pris le pouvoir, de jeunes filles ont été recueillies dans les provinces et envoyées en ville pour divertir les hauts fonctionnaires. Les rapports indiquent que les filles étaient choisies pour leur beauté et leur manière. Elles allaient à Ashgabat pour poursuivre leurs études et espéraient un jour être récompensées par un emploi prestigieux. Les parents n'avaient pas d'autre choix que de laisser partir leurs filles. Les femmes chargées de ce qui était essentiellement l'enlèvement de ces filles vérifièrent d'abord que les filles avaient du sang pur. Âgées de 17 à 20 ans, les filles devaient également avoir une peau saine. Elles devaient avoir de bonnes dents, et elles devaient être minces et belles. Les femmes mesuraient les filles pour s'assurer qu'elles répondaient aux critères. Les rapports indiquent que les filles qui n'étaient pas tout à fait correctes, et peut-être pas si jolies, n'étaient pas gaspillées, mais étaient envoyées à des fonctionnaires de rang inférieur. Un article sur le sujet expliquait « Si la fille ne se qualifie pas, alors elle est formée pour d'autres objectifs. » Comme servir les hauts fonctionnaires lors de réceptions et autres événements. Les filles affûtent quand s'apprennent et condont l'étiquette et les bonnes manières, et sont formées pour mettre correctement la vaisselle et emporter les plats. Au milieu des années 90, de nouveaux oléoducs ont été ouverts vers l'Iran pendant que la Russie continuait à exploiter ses ressources. Une voie ferrée vers l'Iran a aussi été construite pour transporter du coton et d'autres biens. Puis, en 1998, les dirigeants turkmènes ont rencontré le président Bill Clinton et ont signé un accord pour développer les relations économiques et commerciales avec les États-Unis. Le pays s'est vu promettre une intégration dans l'économie mondiale, à condition qu'il accepte les initiatives de privatisation et suive les saints ordres du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. En d'autres termes, les États-Unis intégrèrent le Turkménistan dans ce qu'ils appellent leur sphère d'influence, parce qu'il y avait des réserves de gaz naturel à exploiter. Naturellement, les États-Unis ne voulaient pas que tout ce pétrole du Turkménistan aille en Iran et en Russie. Le bureau de Clinton a publié un communiqué de presse informant le peuple américain que la démocratisation, la réforme économique et le respect des droits de l'homme sont essentiels pour l'avenir du Turkménistan. Des élections libres, les droits de l'homme, la primauté du droit et le pluralisme politique, tous avec le soutien actif du pays le plus puissant du monde. Cela semblait formidable sur le papier, mais cela n'allait jamais se produire. Ce que les États-Unis voulaient vraiment, en dehors des promesses de démocratie, c'était le gazoduc transcaspien. Il relierait les réserves de gaz à l'Europe, les éloignant de l'Iran, de la Russie et de la future menace chinoise pour le statut de superpuissance américaine. Cependant, des relations étroites avec les États-Unis comportaient leur propre ensemble de risques, en particulier pour les élites turkmènes qui ne voulaient pas perdre leur emprise sur le pouvoir. Il semble également, compte tenu de la réputation de la CIA, que Niazov croyait en ce que le diplomate américain et le scientifique politique réaliste Henry Kissinger a dit une fois « Il peut être dangereux d'être l'ennemi de l'Amérique, mais être l'ami de l'Amérique est fatal. » Suite à la réunion avec Clinton, la Russie a accepté de payer le pétrole plus cher, propulsant l'économie du Turkménistan.
Ainsi, dans ce qui est parfois appelé le nouveau grand jeu, la Russie a obtenu ce qu'elle voulait à un coup. Pendant ce temps, les États-Unis menèrent une guerre contre le terrorisme, reléguant l'intérêt pour le Turkménistan au second plan. En 2003, la Russie et le Turkménistan ont signé un autre contrat pétrolier, cette fois pour 25 ans, à condition que les Turkmènes ne vendent pas de gaz à l'Occident. En 2025, ce contrat est presque terminé. Le Turkménistan est désormais en évidence sur la carte géopolitique. 80% de son gaz vont maintenant en Chine. Et même si la Russie ne joue pas un rôle aussi important, la Chine ne veut pas que le gaz du Turkménistan aille en Europe. Les nouveaux accords pétroliers ont apporté des milliards de dollars au Turkménistan à la fin des années 90 et au début des années 2000, exportant environ 13,2 à 15,4 trillions de gallons impériaux de gaz naturel par an. Il est maintenant l'un des plus grands exportateurs d'énergie en Asie centrale. Cela signifiait-il que les Russes étaient des pavés d'or ? Cela signifiait-il une nouvelle infrastructure de pointe, une espérance de vie améliorée, une renaissance culturelle basée sur la libre expression ? La réponse est non. Ce que cela signifiait, c'était que les comptes bancaires suisses et les sociétés offshore se remplissaient de piles d'argent étrangers. Alors que la plupart du pays souffrait, Niazov a construit de magnifiques statues de lui-même. Il a offert des montres, avec son visage imprimé sur les cadrans. Il a montré aux Turkmènes à quel point leur pays était grand lorsqu'il a érigé son trépied de 12 millions de dollars, le soi-disant monument de la neutralité, un édifice de 246 pieds avec des ascenseurs dans ses jambes. Le monument était là pour montrer que le Turkménistan était neutre dans la politique mondiale. Était-il neutre ? Est-il toujours neutre ? Eh bien qu'il prétende l'être, il semble certainement plus proche de ce que les propagandistes occidentaux appellent le nouvel axe du mal, la Russie, la Chine, l'Iran et la Corée du Nord. Niazov a mis son visage sur les billets de banque et le drapeau. Son nom figurait même dans l'hymne national. Il a érigé une statue dorée de lui-même de 12 mètres de haut sur le sommet du monument de la neutralité qui tournait pour qu'elle puisse toujours faire face au soleil. Lorsque les émissions étaient diffusées à la télévision, son logo était toujours à l'écran. Pendant ce temps, il professait l'humilité, disant une fois « Je suis personnellement contre le fait de voir mes photos et statues dans les rues, mais c'est ce que veulent les gens. » Dans son effort pour construire une grande ville qui se voulait le reflet de sa divinité, il a importé tellement de marbre blanc d'Italie qu'Ashgabat a bientôt eu plus de marbre que toute autre ville dans le monde. Mais c'était l'âge d'Internet, où son peuple pouvait éventuellement lire en ligne à quel point il était terriblement corrompu, et à quel point leur pays pouvait être absurdement insensé. Alors, comme on pouvait s'y attendre d'un tyran, il a fermé les cybercafés, le principal endroit où les gens pouvaient aller en ligne car peu de gens avaient des PC. En 2005, seulement 0,7% des Turkmènes avaient accès à Internet, et beaucoup d'entre eux auraient bénéficié du système corrompu. Niazov a également fermé la bibliothèque du pays. Tout comme le dictateur chinois, le président Mao, l'avait dit un jour. Niazov croyait que lire trop de livres est dangereux. Il a dit que son peuple n'avait besoin que de 3 livres, la Bible, le Coran, et bien sûr, le Roukhnama. Et tandis que la propagande médiatique disait aux citoyens à quel point leur vie était bonne, Niazov a fermé tous les hôpitaux, en dehors de la capitale, disant que si les gens étaient malades ou blessés, eh bien, les meilleurs soins de santé les attendaient dans la plus merveilleuse ville du monde. Des soldats ont été licenciés en masse, et ceux qui restaient devaient jurer, non pas le serment d'Hippocrate, mais une allégeance à leur grand leader. 15 000 membres du personnel médical ont été licenciés au total. Ils sont passés de soigner des personnes malades à se voir remettre des armes en tant que soldats conscrits. En 2017, une docteure nommée Koursanaï Izmatalayeva a été licenciée parce qu'elle refusait de prendre des pots de vin et de donner aux patients des traitements totalement inutiles. Elle a été détenue immédiatement après que son cas a été mentionné lors d'une réunion du Parlement européen, intitulée « Pratiques d'oppression en Asie centrale, voix des défenseurs des droits de l'homme ». Il semble qu'elle était déjà sous surveillance. Selon les informations, des hommes sont venus chez elle et l'ont enlevée. Sa famille et ses proches n'ont pas été informés de sa destination. Ses ordinateurs et téléphones ont aussi été saisis. Selon les médias extérieurs, sa disparition forcée a entraîné 9 ans de prison sur des accusations totalement fausses. Les rapports indiquent qu'elle est devenue très malade en prison et qu'on lui a refusé un médecin malgré une perte importante de son poids corporel. Alors que la corruption prospérait et que la nation était mal gérée,
Niyazov a supprimé les pensions d'environ un tiers de la population, entraînant la mort de nombreuses personnes âgées. Malgré cela, Niyazov a maintenu que des étrangers dangereux mentaient sur son pays. Il y avait occasionnellement des activistes à l'intérieur du pays, qui étaient recueillis chez eux et torturés avec des drogues psychotropes. Les journalistes, et également les minorités religieuses, étaient emmenés dans des centres de réhabilitation de drogue et traités avec une injection. Une victime a déclaré qu'elle est devenue paralysée, après qu'il l'ait droguée. Dans ce qui était sûrement une autre démonstration du pouvoir de Niyazov, il a même décrété que tous les chiens soient bannis de la capitale, disant qu'il portait une odeur non convenable pour sa grande merveille de marbre blanc. Lorsqu'il a arrêté de fumer après une alerte de santé, il a dit à son peuple que fumer était désormais interdit dans tous les lieux publics. C'était à peu près à l'époque où il a interdit l'opéra et le ballet, érigeant un gigantesque palais de glace à leur place. Un palais de glace, au milieu d'un pays aux températures brûlantes et désertiques. Il a également construit un zoo et importé des pingouins. La raison du palais, a-t-il dit, était, je cite, « Chaque enfant du Turkménistan devrait apprendre à patiner sur glace ». Il a été terminé en 2006. Cependant, le coût du projet ambitieux n'a jamais été révélé, mais il était supposé être de l'ordre de 29 millions de dollars. Ce n'est pas que les gens de son pays ne méritaient pas le patinage artistique et le hockey, mais avoir un tel endroit dans le four du monde alors que les gens perdaient leur pension et avaient faim semblait être une extravagance. Des nouvelles excitantes sur les palais ont été livrées aux Turkmènes sur les chaînes de télévision, où les présentateurs avaient été interdits de porter du maquillage. Selon Niyazov, les vrais Turkmènes devraient avoir la couleur du blé. Dans son décret à ce sujet, il a écrit que les présentatrices portaient trop de poudre blanchissante. Les présentateurs masculins agissent parfois de même. Cela ne peut pas être autorisé. Les gens ont été mis au travail, et de la main-d'œuvre bon marché a été importée dans la capitale pour construire des hôtels 5 étoiles. Des quartiers entiers ont été démolis pour faire de la place à ces luxes. Pendant ce temps, beaucoup de ces travailleurs vivaient en périphérie dans des conteneurs d'expédition. Certains étaient accros à l'opium et à l'héroïne qui avaient constamment circulé à travers le Turkménistan depuis que Niyazov avait pris le contrôle, enrichissant les fonctionnaires comme le font souvent les drogues dans les pays en développement. Un tel pouvoir suscitait naturellement de l'opposition. Au début des années 2000, des tracts circulaient dans la capitale appelant à renverser Niyazov. Puis, le 25 novembre 2002, son cortège a été pris pour cible en plein jour alors qu'il traversait le centre-ville d'Ashgabat. Les balles des armes automatiques ont rebondi sur les vitres blindées de sa Mercedes-Benz, sans blesser personne. En matière de tentative d'assassinat, c'était pathétique, ou étrangement peu et fort. Niyazov s'est immédiatement attaqué à ses ennemis. On disait qu'il avait les noms des conspirateurs, avant même de retourner en sécurité au palais présidentiel. La faute a été imputée à l'opposition turkmène en exil et aux mercenaires étrangers, qu'il a dit travailler avec des politiciens déloyaux de son gouvernement. On pense maintenant que s'il avait si rapidement les noms, c'est que l'événement était un faux drapeau, une raison pour lui d'éliminer les hommes qu'il ne jugeait pas loyaux. Faux drapeau ou non, il a utilisé l'attaque comme prétexte pour purger des dizaines d'hommes de son gouvernement. Il a exigé une surveillance accrue dans son pays, affaiblissant la petite intimité déjà accordée à son peuple. Des caméras de surveillance ont été installées dans tous les lieux publics par décret. Il a réprimé la liberté de mouvement et révoqué la double nationalité pour les Russes ethniques. Comme l'a écrit un chercheur britannique, la tentative de coup d'État infructueuse a involontairement favorisé la propension de Niyazov à conduire son pays vers un état d'isolement de plus en plus grand. Il avait plus de pouvoir que jamais après la tentative d'assassinat. Il avait conclu des accords pétroliers avec l'Iran, et maintenant aussi la Chine, libérant son pays de ce qui avait été une dépendance envers la Russie. Et maintenant, il se sentait justifié de rendre sa nation plus oppressive qu'elle ne l'avait jamais été. Alors que Niyazov profitait de ce contrôle sans précédent, il tomba à genoux le 21 décembre 2006. Malgré son accès aux meilleurs soins de santé que le monde avait à offrir, sa vie de nourriture riche et de consommation d'alcool lourde l'avait rattrapé. Cette fois, l'assassin était un arrêt cardiaque. Il avait juste 66 ans, ce qui statistiquement était à peu près correct, étant donné que l'espérance de vie moyenne dans son pays était quelque part entre 64 et 66 au moment de sa mort. C'était seulement 68 en 2021, bien que les femmes en moyenne au XXIe siècle pouvaient espérer vivre 5 à 7 ans de plus, résultat des hommes faisant la plupart des travaux dangereux et stressants
et leur propension à fumer et à boire, malgré les lois limitant la consommation de ces drogues. Après la mort inattendue de Niazov, son pays s'est préparé, tout comme la Russie l'avait fait après la mort de Staline. La British Broadcasting Corporation a écrit « Le Turkménistan, qui possède de grandes réserves de gaz, fait maintenant face à un avenir incertain, avec des groupes rivaux et des puissances extérieures qui se battent pour l'influence. Pour les citoyens éduqués, il y avait un certain espoir que leur nation absurde deviendrait plus ouverte et démocratique. Ce pays de bizarreries allait-il s'éclaircir et annuler les nombreux décrets étranges de Niazov? Les actualités d'État ont dit aux gens de rester calmes et courageux, alors qu'ils faisaient face à, je cite, « la sévère épreuve qui a frappé notre nation ». Une semaine de deuil devait être observée, et les célébrations du Nouvel An ont été annulées. La Constitution exigeait que le suivant dans la ligne de succession soit Tovesgeldi Ataïev, président de l'Assemblée du Turkménistan. Par la loi, il a été décrété qu'il deviendrait président par intérim pendant le chaos d'un vide de pouvoir. Mais il semble que les élites ne le jugeaient pas digne. Ils l'ont fait arrêter, invoquant des accusations d'abus de droits de l'homme et d'abus de pouvoir. C'était une question de choix de la nouvelle élite et de se débarrasser des indésirables. L'homme qui a rempli les bottes dorées de Niazov était Gorbungoli Berdimuhamedov, qui était à l'époque l'un des vice-premiers ministres, et le ministre de la Santé. Une fois qu'il a été président par intérim, il a promis à son peuple une élection libre et équitable. Ce qu'ils ont obtenu était une mascarade du processus démocratique, dans laquelle il est reparti avec 89% des voix. Le résultat a amené les organisations internationales à qualifier l'élection de simulacre flagrant. Maintenant, en tant que leader, tout comme Niazov l'avait fait, Berdimuhamedov a promis des réformes du monde à son peuple. Il a dit qu'il rétablirait les pensions qui avaient été supprimées. Il a promis qu'il mettrait fin au népotisme qui avait ravagé son pays. Il éradiquerait la corruption des élites qui s'étaient enrichies grâce au pétrole, laissant le reste de la nation se battre pour des morceaux de viande. Et il a dit qu'il éduquerait le peuple. Et cela commencerait par une leçon sur le culte de la personnalité que son prédécesseur avait peaufiné. Il affirmait que cette époque était révolue. Il libérerait l'internet et les gens pourraient voir par eux-mêmes ce que le reste du monde disait sur le Turkménistan. Il a tenu certaines de ses promesses, y compris celle de reconnecter son peuple à internet. Aujourd'hui, environ 2 500 000 personnes sur une population de 7 300 000 sont en ligne, que ce soit via une connexion à domicile ou mobile. Comme nous le verrons plus tard, ces personnes peuvent être en ligne, mais elles sont confrontées à un pare-feu qu'il serait imprudent d'essayer de contourner. Cela ne leur laisse pas beaucoup de diversité sur internet. Berdimuhamedov a bien donné aux gens leur pension, mais la liberté qu'il avait promise, la fin du népotisme, ne s'est jamais concrétisée. Il comptait toujours piller son pays et gouverner par la force. Berdimuhamedov n'était pas seulement un réformateur moderne. Il était aussi cool que la glace, scintillant dans l'oasis du désert du Turkménistan. En termes d'image, c'était un dictateur digne de confiance. Avançons jusqu'en 2021, alors que son mandat se terminait. Cette année-là, une grande partie de la population du Turkménistan aurait regardé leur chaîne de télévision d'État étroitement contrôlée, lorsque 2 jeunes hommes sont apparus dans une station balnéaire de la mer Caspienne, sur le point de chanter une chanson de rap. Le Turkménistan était désormais adjacent au hip-hop. L'un des jeunes hommes était le petit-fils de monsieur Berdimuhamedov. Il les a rejoints avec des poings levés alors qu'ils se mettaient à chanter. Une chanson très différente en ton des numéros formels que Niazov avait écrits sur sa propre grande grandeur. Le rap, chanté en anglais, contenait la phrase « La vie est si merveilleuse dans ma patrie, mon Turkménistan éclatant et éblouissant ». Parce que tout le monde sait, quand la vie est merveilleuse, on a besoin qu'on nous le dise constamment. Berdimuhamedov était omniprésent à la télévision, se montrant populaire, intelligent et courageux. Comme tout le monde au Turkménistan le sait, il excelle non seulement en rap, mais aussi au football, course de chevaux, course automobile, DJing, écriture et tir à l'arme à feu. Nommez-le, il peut le faire, y compris être un excellent guitariste. Au fil des années, il est souvent apparu à la télévision, jouant et chantant pour son peuple fidèle. Dans la chanson Rayon de bonheur, il joue devant des ouvriers du bâtiment qui applaudissent dans une nouvelle usine de gaz. Dans la section des commentaires de la vidéo YouTube, les personnes écrivant en russe complimentent soit les compétences de Berdimuhamedov à la guitare, soit offrent une courte critique de l'autoritarisme. Quelqu'un demande pourquoi. Lorsque les ouvriers jouaient, leurs guitares étaient désaccordées, mais pas celles de Berdimuhamedov. À quoi une personne a répondu :
Au Turkménistan, il est interdit de jouer mieux que le président. Ainsi, ce que les Turkmènes avaient avec Berdimuhamedov était un autre culte de la personnalité. C'était juste pas aussi absurde que ce qui est venu avant. Il était un tyran, mais pour beaucoup de ces gens, il était l'incarnation du cool, bon dans tout ce qu'il entreprenait. Il est en fait une fois tombé de son cheval lors d'une course qui était censée être pour la consommation publique, mais l'accident a montré l'imperfection, donc la vidéo a été supprimée. Au lieu de cela, les gens l'ont vu sortir de camion en mouvement rapide, et une fois l'ont regardé faire du vélo d'une main et tirer avec un pistolet de l'autre. Comparé à son prédécesseur, il était dépeint comme un dirigeant plus léger et beaucoup plus indulgent. Il a une fois offert un chiot au président russe Vladimir Poutine, un acte de douceur qui a brouillé la réalité. Son équipe de relations publiques a engagé Jennifer Lopez pour jouer à son 56e anniversaire, ce qu'elle a plus tard regretté. On a rapporté qu'elle avait reçu 1 million pour avoir chanté. Joyeux anniversaire aux grandes dames de nombreux occidentaux. Mais, au-delà de tout son spectacle et de sa propagande, il était un autre milliardaire, enrichissant une poignée d'élites dans son pays, tandis que le reste de la population souffrait en silence. Malgré son apparence bénigne, les règles sont restées les mêmes concernant la torture et la disparition forcée. La critique était toujours absolument interdite. À l'extérieur du pays, les câbles diplomatiques américains, révélés par Wikileaks, ont qualifié Berdimuhamedov de menteur vaniteux, accusé de corruption à grande échelle. Il était un maniaque du contrôle et a enrichi sa famille et ses amis grâce à une culture de pot de vin, de népotisme et de détournement de fonds. Alors que Niyazov était un fou en ce qui concerne les décrets, on disait que Berdimuhamedov était plus corrompu, allant jusqu'à accepter un yacht de 60 millions de dollars d'une entreprise gazière russe pour simplement accélérer la conclusion d'un accord. Berdimuhamedov s'est encore plus enrichi après avoir orchestré les accords pétroliers avec la Chine, bien que dans certains aspects le pays ait prospéré, d'où de légères améliorations de l'espérance de vie. Il a rouvert de nombreuses cliniques médicales fermées par Niyazov. Il a également amélioré le niveau de l'enseignement supérieur, réduisant considérablement l'étude du grand Rukmana en le retirant des écoles, des églises et des mosquées. Il a démonté des statues, a mis fin aux cérémonies constamment stupéfiantes, et il a rouvert des bibliothèques, et a même encouragé la lecture. Cependant, la plupart des quelques librairies du pays aujourd'hui sont gérées par l'État, et dans les privés, la sélection est maigre. D'ici 2015, 80 à 90% du pétrole était destiné à la Chine. Berdimuhamedov a utilisé une grande partie de cet argent pour rendre la ville blanche encore plus merveilleuse qu'elle ne l'était déjà. Il a bâti des stades, des complexes sportifs et un village touristique ressemblant à un mini Las Vegas. Cet endroit, appelé un vasa, permet de bénéficier d'une thérapie debout toute l'année dans un sanatorium de bien-être. Il a chanté des chansons à ce sujet, dont prospérité et protecteur. 23 hôtels dans ce Vegas d'Asie centrale coûtent environ 5 milliards. La capitale immaculée d'Ashgabat est en effet impeccable, abritant de grands bâtiments, des musées et de magnifiques parcs où vous ne trouvez pas un bout de papier gaspillé. Mais alors que Berdimuhamedov a créé cette magnifique ville, il a réécrit la constitution et réprimé la dissidence avec une tolérance zéro. Les autorités ont recours à la torture afin d'extorquer des aveux. Il y a toujours des détentions sans procès et des disparitions forcées de critiques du gouvernement. Amnesty International a documenté des tortures récentes, qui comprenaient l'insertion d'aiguilles sous les ongles, l'application de chocs électriques, l'asphyxie avec un sac en plastique, et l'utilisation de drogues psychotropes. Alors que les activistes sont emprisonnés, leurs familles sont menacées. Pendant ce temps, le journalisme indépendant dans le pays est confronté à une intolérance de plus en plus extrême. Pendant ce temps, on estime que 28 milliards de dollars sont déposés dans des comptes bancaires offshore, profit des nouveaux contrats de gaz et des récoltes de coton. Dans ce que l'on a dit aux gens être une zone de bonheur sous Berdimuhamedov, et plus tard son fils, il y a eu des rationnements alimentaires et des rapports de famine massive. Le gouvernement nie l'existence d'une pauvreté extrême, empêchant l'arrivée de l'aide internationale. Après la chute des prix du gaz en 2015 et la disparition des subventions alimentaires, les organisations d'aide étaient en persona non grata, et les activistes étaient punis s'ils parlèrent de ce qui se passait réellement. Pendant ce temps, les médias turkmènes montraient régulièrement des images de magasins subventionnés aux étagères débordantes de marchandises. Les caméras de télévision filmaient des villes où la police dispersait les longues files d'attente pour la nourriture et renvoyait les gens chez eux.
Ces magasins subventionnés par le gouvernement étaient moins chers que le marché local. Mais faire la queue pendant des heures pouvait conduire quelqu'un à rentrer chez lui les mains vides et toujours affamé. Malgré la souffrance de la majorité, le gouvernement a introduit de nouvelles règles, comme en 2018 quand les voitures de couleur sombre ont été interdites à Ashgabat. Les voitures noires étaient remorquées dans les rues et retirées aux propriétaires, qui devaient soit les repeindre, soit les perdre. Un résident qui gagnait 285 par mois a été informé que la repeinture coûterait presque 2000 $ dans un garage d'État. Attendre une semaine de plus faisait monter la somme à 3100 $. C'était ça ou perdre sa voiture. Les gens n'ont même pas reçu de raison. L'importation de voitures noires était déjà interdite, probablement en accord avec le schéma de couleur blanc de la ville. Dans cette ville suffocante, les climatiseurs étaient aussi interdits dans les immeubles d'habitation, l'image primant sur tout. Le gouvernement les jugeait laids, l'aspect esthétique était indiscutable. Alors que les gens mouraient de faim, un monument de 606 pieds de haut, en hommage à la Constitution, a été érigé en 2011, coûtant 60 millions. Une extravagance assez récente était une statue dorée d'un chien de 19 pieds, ou pour être exact, un alibi, la race nationale du Turkménistan. Le coût est inconnu, mais les politiciens turkmènes ne lésinent jamais sur l'argent. Le soi-disant palais du bonheur de Berdimuhamedov, l'endroit où il faut être si les citoyens se marient, a coûté 140 millions de $. Mais la plus grande extravagance de toutes est la nouvelle ville intelligente, dont le coût est estimé à 3,3 milliards de $. Une fois achevée, elle aura coûté 4,8 milliards de $. Une ville intelligente peut favoriser l'éducation et stimuler l'économie. Pourtant, on peut se demander si un pays qui ne peut pas nourrir bon nombre de ses citoyens a vraiment besoin d'une ville dotée de dalles de trottoirs tactiles et d'une infrastructure de transport qui fait paraître New York ou Londres mal entretenues. Alors, après tout cela, que réserve l'avenir à cette pauvre nation riche en pétrole ? Après que Berdimuhamedov a remporté 2 élections en 2012 et 2017, avec environ 97% des voix, il était évident que la nature prétendument démocratique de ces élections était une autre farce. Cela ne signifie pas qu'il n'avait aucun soutien. Selon un sondage non officiel, 20% des Turkmènes ont affirmé qu'ils voteraient pour Berdimuhamedov. Néanmoins, 20% reste loin de 97%. Un homme a expliqué « Pendant le règne de Niyazov, j'ai perdu 2 fils. L'héroïne me les a tous 2 enlevés alors qu'ils étaient encore jeunes. Je serai toujours reconnaissant envers le président d'avoir lutté contre la drogue. » Certains ont salué les réformes de Berdimuhamedov. Une femme a affirmé ne pas connaître les autres candidats. Un officiel anonyme avait une autre raison. Il a dit que lui et ses collègues d'un bureau du procureur avaient été informés par leurs supérieurs que s'ils ne votèrent pas pour Berdimuhamedov, ils seraient, je cite, considérés comme des traîtres. Analysons de plus près les communications médiatiques dans le Turkménistan d'aujourd'hui. La Constitution stipule que la presse devrait être libre, mais en pratique, toutes les nouvelles sont de la propagande, qu'elles soient privées ou d'État. La télévision se compose de 5 chaînes, toutes strictement réglementées. Les Turkmènes ont accès aux satellites et aux câbles, leur permettant de regarder des émissions de Russie, Turquie et Ouzbékistan. Mais ils n'auront certainement pas la possibilité de voir des reportages étrangers approfondis sur le pays qu'ils appellent leur maison. En ce qui concerne le contenu occidental via Internet, le Turkménistan bloque environ 1/3 de tous les Internet protocoles du monde. Il n'y a pas de Netflix, pas de British Broadcasting Corporation News, pas de YouTube, pas de Rumble, ni aucune autre plateforme où vous pourriez potentiellement regarder une vidéo sur la politique ou la pauvreté au Turkménistan. Les réseaux sociaux comme Facebook, X, Instagram, TikTok, etc. sont également bloqués. WhatsApp, c'est compliqué, on en reparlera. Les sites d'actualité en ligne du Turkménistan contiennent des nouvelles sur d'importants dignitaires étrangers visitant le merveilleux Turkménistan, des partenariats commerciaux excitants avec d'autres nations, plus beaucoup d'autres histoires concernant les booms de production industrielle. Il n'y a pas beaucoup de mauvaises nouvelles, donc tout le contraire des médias dans le reste du monde. Des histoires basées sur la culture ont affirmé que les contes de fées turkmènes ont récemment été traduits dans certaines des langues du monde, y compris l'anglais. Les fleurs, la nourriture et les poèmes turkmènes atteignent aussi un public international. En ce qui concerne le sport, les médias couvrent les nombreuses réalisations de ces athlètes. Mais il y a très peu d'informations sur le sport en dehors du Turkménistan. Il en va de même pour les voyages.
avec de nombreuses histoires sur la beauté du Turkménistan, un fait apparemment inculqué aux gens comme une question de fierté nationale. Les rares histoires de crimes qui sont rapportées consistent en de la propagande, un avertissement à tous les citoyens, pensant à quitter leur grand pays. Quant aux nouvelles des États-Unis, il y avait une histoire sur 40 Turkmènes qui ont été expulsés d'Amérique et renvoyés au Turkménistan. Ces personnes, certaines d'entre elles seraient, je cite, convoquées pour un interrogatoire. Au Turkménistan, les nouvelles favorisent généralement une perspective positive, à condition que les citoyens restent au pays et travaillent dur pour le bien de tous. Les médias turkmènes ont publié une histoire sur des fonctionnaires corrompus qui ont été dénoncés pour manquement à leurs devoirs, un article populaire dans les pays totalitaires lorsque quelqu'un doit être remplacé. En 2024, les médias d'information extérieure ont rapporté que les fonctionnaires exploitent de plus en plus leur position pour extorquer de l'argent. Selon l'article, la corruption est un mode de vie. Terminons cette section médias avec une dame nommée Sarigul Matieva, qui a eu 117 ans en 2025. L'article expliquait qu'elle aimait dire à ses 97 arrière-petits-enfants que la réponse à une vie heureuse était de ne pas trop dormir, de ne pas être triste et d'avoir toujours un objectif. En d'autres termes, travaillez dur et ne vous plaignez pas. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, les réseaux sociaux sont bloqués au Turkménistan si vous n'avez pas un réseau privé virtuel pour contourner le pare-feu du gouvernement. Un risque, car installer un tel système est illégal et a mené à de nombreuses arrestations. Certains individus arrêtés ont reçu une amende ou une peine de 15 jours de prison. Des rapports indiquent que les entreprises qui aidaient les gens à obtenir des réseaux privés virtuels risquèrent d'être fermées. Les étudiants qui ont le plus besoin d'Internet pour s'éduquer devaient signer des déclarations jurant de ne pas accéder à des sites web interdits et de se connecter en ligne uniquement à des fins éducatives. Des rapports en 2021 indiquaient que certains citoyens avaient attendu des années pour obtenir leur connexion Wi-Fi, et une fois qu'ils l'avaient obtenue, les officiels les faisaient jurer sur le Coran de ne jamais contourner le pare-feu. Cependant, il semble que certains Turkmènes se connectent en ligne de temps en temps et visitent des sites de web interdits. Ceux qui se connectent en ligne sont souvent trouvés en train de défendre leur nation, affirmant qu'ils ne vivent pas dans un endroit comparable à la Corée du Nord. Certains ont dit qu'ils regardent les actualités sur le monde, vont dans les bars, boivent de l'alcool et fument même en public. Leur point de vue était qu'ils sont tout comme vous, et pas aussi opprimés que les gens pourraient le penser. Cependant, il est un fait que peu de personnes dans le pays auraient accès à cette vidéo, et encore moins exprimeraient une critique de leur pays ou de leurs dirigeants dans un forum public. Cela dit, il y a eu récemment des signes que de la lumière pourrait pénétrer le trou noir qu'est le complexe de communication du Turkménistan. Un récent article de presse a indiqué que WhatsApp pourrait être débloqué dans le pays, et que les Turkmènes pourraient l'utiliser. Je cite, « comme les gens dans le reste du monde ». Les Turkmènes ont au moins des téléphones, avec 6 250 000 abonnements de téléphonie mobile en 2021, ce qui équivaut à un taux de pénétration mobile de 99 abonnements pour 100 habitants. Il y avait 2 059 000 utilisateurs d'Internet au début de 2024, avec un taux de pénétration d'Internet de 39,5%. Cela signifie toutefois que 60,5% n'ont pas de connexion Internet, beaucoup de ces personnes vivant dans des zones rurales. Quant à l'état de la politique actuelle, Berdi Muhamedov aurait pu rester en fonction jusqu'en 2024. Mais après une élection anticipée en 2022, un nouvel homme est arrivé au pouvoir. C'est là que le mot dynastie entre en jeu, car le nouveau leader du Turkménistan n'était autre que l'un de ses fils, Serdar Berdimuhamedov. Dans ce qui était une autre élection truquée, il a gagné facilement, avec 72,9% des voix. Il règne maintenant d'une main de fer avec son père à ses côtés. Les médias d'État l'appellent le fils de la nation, un signe sûr qu'il développera son propre culte de la personnalité, mais plus proche de celui de son père que du schéma de dirigeant divin de Niazov. En 2025, il est compliqué de prétendre être divin, et encore plus de commettre des atrocités de masse. Le totalitarisme a évolué pour rencontrer la modernité, et cela implique de fortes doses de relations publiques. En effet, Serdar est jeune, beau, et parle anglais, ce qui pourrait le rendre plus attrayant pour un public moderne. En 2024, le Turkménistan a signalé une augmentation de 6,3% du produit intérieur brut, bien qu'il ne soit pas certain que ce soit exact. Néanmoins, les projections du produit intérieur brut sont positives, le nouveau jeune leader affirmant qu'il investira 11 milliards de dollars dans l'infrastructure et la modernisation. Le récent pipeline, Turkménistan, Afghanistan, Pakistan. Inde,
ou Turkménistan, Afghanistan, Pakistan, Inde, devrait ajouter un peu plus de dynamisme à ce que les politiciens disent être une économie plus diversifiée dans un avenir proche. Un nouveau pipeline vers la Turquie est également en cours, renforçant encore le rôle majeur du Turkménistan, alors que les nations européennes cherchent à réduire leur dépendance envers la Russie. Le pays est maintenant la 4e plus grande réserve de gaz naturel au monde, avec 50% de son produit intérieur brut provenant des exportations de gaz. 2023 a vu un produit intérieur brut record de 60,6 milliards par an, mais le Turkménistan reste assez pauvre. Avec une population si petite, un produit intérieur brut par habitant de plus de 8000 $, est meilleur que la Thaïlande, la Colombie et l'Afrique du Sud, et bien meilleur que le Guatemala, l'Iran et le Vietnam. Bien sûr, le produit intérieur brut par habitant ne signifie pas grand-chose lorsque vous avez une disparité de richesse extrêmement criminelle dans votre pays. Une grande partie de l'argent du pétrole est accaparée par les élites, comme vous le savez. Ces gens construisent de belles rues et des monuments pour la gloire et la renommée, tout en mettant le potentiel futur bien-être de leur peuple dans des comptes bancaires offshore. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, et si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, alors veuillez envisager de vous abonner et d'activer les notifications. Ça change vraiment tout. Merci encore, à la prochaine sur MatPack.